et la formation au service de l'entrepreneuriat. Pour quels défis et perspectives? Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Univers Business. Pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Vital Malouba, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Madame Bright. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre considération. Alors, vous êtes coach, vous êtes entrepreneur et vous accompagnez aussi des entreprises dans leur phase initiale. Déjà avec vous, comme je l'ai dit, de l'entame, on va parler de la formation et aussi de l'investissement qui est au service de l'entrepreneuriat. C'est quand même un enjeu qui est très récurrent et très important, surtout pour ceux qui veulent se lancer. Donc, ils ont besoin de la formation et aussi de l'accompagnement. Alors, quel a été votre parcours personnel qui vous a mené à former d'autres entrepreneurs? D'accord. De base, je suis un comptable. J'ai fini à Lubumbashi, à l'ISC Lubumbashi. Je suis porteur de plusieurs brevets de formation. J'ai ici à Lubumbashi, tout comme à Kinshasa. Personnellement, avant de me lancer dans ma carrière de formateur, j'ai été formé, parce que c'est la base de toute connaissance. Il faut d'abord être à l'école des autres. Personnellement, j'ai bénéficié de beaucoup de formations. Oui, C'est oui. le moment de partager. Oui. Alors, pouvez-vous nous indiquer quelques anecdotes qui vous a amené dans la... Voilà. Je me base d'abord, personnellement, j'ai fait mien la pensée de Nelson Mandela. La pensée de Nelson Mandela qui stipule qu'un rêveur, qu'un gagnant est un rêveur qui n'a jamais abandonné. Donc, en tant qu'entrepreneur, j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de pensées. Je dois maintenant me mettre au service des autres dans la réalisation de mes projets. Mandela, c'est un grand modèle pour moi, bien qu'on est différent. Lui, il est dans la politique, moi, je suis dans les affaires. Alors ça va, on a quand même compris quelques anecdotes. Alors jusque-là, il y a des téléspectateurs qui vous suivent. Tous nous avons un rêve et aussi un objectif qui nous amène dans l'entrepreneuriat. Et aussi, vous avez eu à former. C'est vrai qu'en dehors de Nelson Mandela, comme vous venez de nous dire cette petite anecdote, c'est sûr qu'il y a eu quelque chose en vous un jour qui vous a plus motivé à plus vous lancer dans l'entrepreneuriat, bon, dans la formation entrepreneuriale, puisque vous avez aussi été... Ok, d'abord, si je voudrais un peu revenir en arrière, vous savez que nous tous, toute personne, l'humanité en soi, nous sommes à la recherche, je peux dire, à la recherche de la richesse. Que nous soyons dans un domaine qui ne cadre pas avec l'argent, mais nous tous, au finish, nous voulons avoir de l'argent. Moi, j'ai compris que je devrais affronter les affaires. C'est pourquoi j'ai choisi de faire la comptabilité, pour que j'aie la maîtrise des chiffres, que j'aie la maîtrise de l'argent, où nous sommes tous à la suite. C'est pourquoi, personnellement, je me suis engagé dans cette affaire, je me suis engagé dans cette science, dans le monde de l'économie, d'où je fais la comptabilité. L'argent, il faut connaître comment manipuler l'argent, il faut connaître la psychologie de l'argent. Donc, nous voulons maintenant transmettre aux jeunes, à toute personne qui voudra recevoir ou bénéficier d'une formation, comprendre d'abord des bases, la psychologie de l'argent. Ouais, c'est ça. Alors selon vous, c'est vrai que vous êtes formateur, ça fait déjà quelques années, donc du haut de vos années d'expérience, quelles sont les compétences essentielles que la formation entrepreneuriale devrait apporter aux futurs entrepreneurs? D'accord. Nous visons plus les points essentiels que les entrepreneurs oublient. Vous savez, vous pouvez commencer votre activité. Vous pouvez avoir, vous vous appelez, parce que tout le monde aujourd'hui s'appelle entrepreneur. Vous pouvez commencer votre activité, vous êtes entrepreneur, on n'en disconvient pas. Des notions de base comme la fiscalité. Quand vous lancez sur le marché, vous serez face à l'État congolais. Vous êtes maintenant assujetti à l'État, vous devez payer des taxes. Est-ce que vous êtes informé dans le domaine où vous êtes, de quelles taxes vous allez payer? Donc c'est important pour un formateur de se munir de toutes ces connaissances-là. Évidemment, surtout d'abord la fiscalité. Quand je parle de la fiscalité ou sa parafiscalité, je parle de l'impôt. L'impôt et la taxe. Vous voyez, bon nombre d'entrepreneurs ne savent pas s'en prendre. Ils disent que non, l'État congolais est en train de nous tuer. Ils ne veulent pas que nous puissions, ils ne veulent pas que nous puissions évoluer, et ainsi de suite. Nous mettons un grand point
sur la fiscalité. Et après, nous sommes maintenant dans le contrôle et la comptabilité. Vous voyez, vous avez votre entreprise que vous gérez, vous êtes souvent absent. Comment contrôler même en votre absence? Quels sont les systèmes de contrôle, de comptabilité que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise? Pour ceux qui ont déjà des entreprises et pour ceux qui voudront avoir des entreprises dans l'avenir, qu'est faire au moment où vous voulez vous lancer? Alors, bon, tout ça là, vous nous avez dit. Alors, en dehors de ces compétences-là, qu'est-ce qui serait pris en priorité pour un formateur, pour des entrepreneurs aussi qui aspirent à la formation, puisqu'on dit souvent les compétences seules ne suffisent pas. Il faut toujours joindre les efforts et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il y a quand même de priorités de base qu'il faudrait peut-être mettre en œuvre pour permettre à ces personnes qui viennent auprès de nous, qui veulent aussi apprendre l'entrepreneuriat quelconque, peu importe les domaines qu'ils voudront se lancer, à bien se positionner en fait sur le marché. D'accord? D'abord, en tant que personne, en tant qu'être, nous devons avoir des habitudes parce que l'entrepreneuriat, c'est un peu aussi difficile. Ce n'est pas facile comme les gens le pensent. Nous devons avoir des limites, nous devons avoir des obligations, nous devons avoir des contraintes. Je parle des limites en tant qu'entrepreneur. D'abord, si vous êtes en possession de l'argent, cet argent doit être considéré comme si ce n'est pas votre argent. Vous avez une dette envers vous-même. Vous savez, si vous avez un capital que vous considérez qui vous appartient et vous avez l'obligation de dépenser comme vous voulez, vous êtes en train de mourir. Vous allez tuer votre entreprise. Des notions d'économie, la notion d'épargne en tant qu'entrepreneur, ça ne se donne pas à l'école. Personnellement, quand vous voulez vous lancer, vous devez marcher d'abord avec l'économie et l'épargne. Parlant de l'économie, moins dépenser pour beaucoup plus gagner. Parlant de l'épargne, avoir toujours une réserve sur laquelle... Mais en entrepreneuriat, on dit qu'il faut risquer. Hein. Si vous ne risquez pas, Évidemment, alors... oui, oui. Le risque c'est très bien, mais le risque c'est calcul. Parlant du risque, ce n'est pas un risque comme un mot en français, mais c'est un risque que nous pouvons quantifier. Le risque pour nous, entrepreneurs, représente 100%. Je m'explique. Vous voulez vous lancer dans une activité où le taux de risque est au-delà de 80%, partez. Alors arrêtez. Arrêtez, ça ce n'est pas un risque. Vous voulez perdre votre argent pour rien. Le risque, moi je vous conseillerais à tous ceux qui nous suivent, aussi au même moment, de nager moins de 30%, en moins de 30%. Alors ça, ce sont des cours déjà que vous donnez en formation. Ok. Nous donnons aussi gratuitement, et bien qu'il y a des gens qui payent, pour ceux qui veulent profiter pleinement de cours, ils viennent nous suivre, mais nous pouvons carrément partager à tout le monde. Vous voyez, je disais, le taux de risque doit être en dessous de 30%. Si vous avez 80% de chances pour gagner, prenez ces risques-là. Vous voyez, c'est un risque de moins de 20%. Ne prenez pas un risque de plus de 70 à 50%. Là, vous voulez perdre votre argent. Alors, pensez-vous que les écoles ou même les institutions actuelles prônent sur la formation des jeunes entrepreneurs? Pas essentiellement, pas essentiellement. Vous savez, notre système éducatif congolais, peut-être faudra que nous puissions encore crier haut et fort qu'il faut revoir. Prenons le pays développé. Nous sommes en voie de développement. Prenons les pays qui sont déjà développés, la Chine et les autres pays. La pratique prend beaucoup des heures qui est la théorie. Les paroles s'envolent. Les écrits, nous pensons que les écrits, ce sont des livres que nous classons dans nos armoires, des livres que nous avons dans la bibliothèque. Les écrits, moi, je les présente comme la pratique. Quand nous sommes en train d'écrire, quand nous sommes sur terrain. Nous avons beaucoup de théories, mais quand nous arrivons sur les champs, c'est compliqué. Notre système éducatif doit revoir cet aspect. Vous voyez, les jeunes aujourd'hui, la population congolaise, notre pays, je l'ai dit, qui est en voie de développement. Tous les pays en voie de développement qui se sont développés aujourd'hui se sont mis au travail. Le travail, ce n'est pas de se mettre devant un tableau noir en recevant des pensées des Blancs,
Mais nous voulons nous développer. Lèvons-nous, levons les élèves dans des salles de classe, amenons-les sur le terrain, qu'ils puissent travailler. Vous allez voir que notre pays va se développer. Alors, quelle solution proposez-vous pour améliorer ces conditions? D'abord, vous savez qu'avec le système éducatif congolais, c'est une question. Peut-être ajouter un programme en entrepreneuriat? Ajouter un programme. J'ai vu qu'il y a un programme. J'ai vu parce que ils ont revu quelque part, mais il faudra encore aller plus loin. Vous voyez, à l'université, on part maintenant du système licence, master, on appelle LMD, quelque chose comme ça. C'est déjà une évolution. Mais cette évolution doit être concrète. Des bases, l'informatique, que ce ne soit pas... Vous voyez, à l'école primaire, on donne l'informatique. Quelle informatique? Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Est-ce que nous découvrons leur métier? Parce que, vous voyez, on ne sait même pas découvrir les talents de chaque apprenant, parce que nous sommes bourrés de théories. Nous voulons apprendre des histoires déjà passées. Ce que je pourrais demander, ce qu'on peut revoir de notre système éducatif, ajoutons plus des heures de pratique que des heures de théorie. Aussi initier les jeunes à l'entrepreneuriat. Surtout, Madame Bright, je vous assure, aucun pays, je prends le risque de dire ça, aucun pays ne peut se développer sans qu'il y ait des entrepreneurs. On n'attendra pas que les chefs de l'État puissent tout réaliser. L'entrepreneuriat favorise, diminue le chômage. Si vous créez votre propre entreprise, vous allez engager des autres. Déjà, le taux de chômage, d'une manière générale, du pays, le PIB, qui est le produit intérieur brut par habitant, vous pouvez ajouter quelque chose. Nous pouvons ajouter quelque chose au développement de notre pays par l'entrepreneuriat. Alors, quels sont les principaux défis que rencontrent les entrepreneurs débutants? Je l'ai dit encore au début, d'abord, ce sont les défis de fiscalité. Vous savez, notre système fiscal est déclaratif. Donc, quand vous ouvrez votre entreprise, votre activité, vous devez aller vers l'État congolais pour déclarer vos biens, afin que vous puissiez payer des taxes. Maintenant, la culture fiscale n'est pas vraiment assimilée par les habitants, par la population congolaise. Il faudra que nous puissions avoir d'abord l'éducation fiscale, que tout le monde sait que si je m'engage dans tel autre domaine, je serai face à telle taxe et tel impôt. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous sommes africains, ça c'est plus social. Nous sommes africains, d'où la majorité de la population est pauvre. Le plus grand défi pour vous, si vous voulez quitter du rang de la pauvreté, vous voulez vous lancer dans les affaires, tout le monde pense que vous avez de l'argent. Vous êtes face à des dépenses de votre famille, vous êtes face, voulais-je dire, à des dépenses de votre entourage, vous avez des freins, vous ne savez pas évoluer. On traite souvent des entrepreneurs que ce sont des gens qui ont un mauvais cœur, ils ne distribuent pas. Les gens ne savent pas que ça pique, hein, ça souffre quand on entreprend, quand on met nos moyens. C'est un défi. Troisièmement, j'aimerais parler aussi des gens ou bien des personnes que nous mettons dans nos entreprises, de la gestion, des personnes qui nous aident, parce qu'on nous-mêmes, on ne saura pas tout faire. Mais il y a des micro-entreprises, il y a des personnes, par exemple, qui font de la vente en ligne, qui font aussi de petits commerces, de petits commerces. Ils fabriquent par exemple leurs produits, leurs savons ou leurs lotions, leur gamme. Alors là, ils n'ont pas besoin d'avoir une foule pour exercer. Alors, ils ne peuvent être que 2 ou 3. Alors, ces personnes-là, ils rencontrent quel défi? C'est vrai qu'au niveau de la formation, je ne sais pas déjà qu'est-ce qui est donné. Peut-être on les apprend à comment surmonter les défis, comment faire face aux clients, comment il faudrait les aborder. Mais est-ce que la formation permet à ces entrepreneurs-là de vraiment surmonter leurs défis et aussi à maintenir leur cap? Oui, nous avons beaucoup d'exemples. Je suis moi-même porteur d'une propre entreprise que moi-même je compte 5 employés. Les gens qui sont passés par nous, nous avons eu récemment une soirée des entrepreneurs. Nous avons reçu beaucoup de personnes qui nous ont présenté leurs produits. Quelles sont les difficultés en fait récurrentes? Ouais. Les plus grandes difficultés pour ceux que vous venez de relever, qui sont seuls, la plus grande difficulté d'abord c'est la prise de contact. Parce que la plupart sont dans la revente. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit, moi j'importe
j'exporte des histoires, j'importe tout ça. Mais il n'a jamais été là, par exemple. Sur la qualité d'abord. Parce que vous savez, la qualité voudra qu'un client revienne un autre jour. La plupart de ces gens connaissent un problème de qualité. Vous proposez à un client, vous lui dites non, moi je vous vends telle chose, tel article. Vous importez la marchandise, vous changez les étiquettes et puis vous exportez. Mais oui, vous imaginez maintenant, quand le client sera en possession de votre produit, est-ce qu'il est satisfait? La satisfaction du client, nous misons, c'est tout un cours, c'est tout un chapitre sur la satisfaction du client. Ces gens-là, ils s'embrouillent parce qu'ils se lancent dans beaucoup des affaires. J'ai vendu ceci, là, un client qui, parce que m'a fait rire, quelqu'un a commandé, il dit voilà ce que je voulais, voilà ce que j'ai eu. Vous voyez, c'est pas la même chose. Le défi des qualités, le défi de la confiance, parce qu'on ne peut pas entreprendre pour perdre, ça beaucoup de gens oublient. Les autres pensent qu'entreprendre, c'est une manière de perdre le temps. Mais moi, je pense que le défi que vous relevez là, c'est au niveau des clients, parce que c'est les clients qui ne sont pas satisfaits, mais pour l'entrepreneur. Pour l'entrepreneur lui-même, d'abord, il faut se trouver, comment se trouver un capital. Ça, c'est compliqué. Hein? La plupart des entrepreneurs nous posent cette question. Ils pensent que nous, on va leur donner quelque chose. Où trouver l'argent? Aller à la banque? Les banques de crédit? Oui, il y en a bien sûr, il y en a des banques, mais il y a des processus. La banque ne peut pas donner l'argent à n'importe qui. Vous voyez. Où trouver l'argent? Moi, je trouve que avant de passer à la levée des fonds, avant de chercher, avant de se poser d'abord la question de où trouver l'argent, il faut se poser la question de quoi faire avec l'argent qu'on pourrait trouver prochainement. On se pose déjà la question où trouver l'argent pour en faire quoi on ne sait pas. Commençons par se poser la question quoi faire avec l'argent probable. Exactement, c'est ça. Oui. Maintenant, eux se trouvent dans la phase de chercher d'abord l'argent pour commencer. Je leur dirais où trouver l'argent, ce n'est pas un problème. Commencez d'abord quoi faire avec l'argent probable que vous pourrez trouver prochainement. Ils sont face à ça, ils ne savent pas évoluer. Oh non, j'ai peu d'argent, quoi faire avec un capital de moins de 1000 $, quoi faire? Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un défi dépassé de où trouver l'argent. Parce qu'il y a présentement, il y a des coalitions. Il y a des coalitions. Nous pouvons soutenir le projet de Mme Wright aujourd'hui. Demain, nous soutenons le projet de M. Vital. Et nous sommes là pour l'accompagner. C'est ça même le collectif. Alors, M. Vital, à quel moment exact la formation est importante? Est-ce en phase initiale de l'entreprise ou lorsqu'on est en face d'un défi et alors on se sent dans l'obligation de faire recours à un expert? D'abord, étant intellectuel, étant quelqu'un qui est passé par le banc d'école, nous sommes passés par le banc avant d'avoir la connaissance. Mais tous ceux qui entreprennent là ne sont pas passés. Il y a certains oui, qui ne sont pas passés par l'école. Je voulais dire ceci. La formation avant de commencer, elle est importante. Vous ne pouvez pas investir pour perdre. La plupart qui ont commencé sans être formés ont perdu. Elle est essentielle aussi au moment où vous êtes déjà. Donc la formation est perpétuelle. Nous sommes là pour vous accompagner. Avant, pendant, pour ne pas dire après, pour ceux qui meurent, parce que là, une entreprise peut mourir, nous considérons une entreprise comme une personne. Elle peut mourir. Pour ceux qui meurent encore, nous sommes là encore pour les aider à aller de l'avant, nous leur tenons un coup de main, qu'ils avancent. Avant, pendant et après. La formation doit être permanente. Alors, parlant de l'investissement, quels sont les moyens que nous devrons mettre en priorité pour poser un investissement, par exemple, pour soutenir un projet? D'accord. Vous savez, investir, comme l'indique le mot, c'est mettre ses moyens, mettre ses services, son effort en vue d'obtention d'un bénéfice, en vue de que vous puissiez recevoir quelque chose. Vous voyez, ne vous lancez pas d'abord dans le domaine que vous ne maîtrisez pas. Ne mettez pas vos moyens dans une chose que vous ne comprenez pas. Je me rappelle, il y a eu des gens, des jeunes, des personnes qui ont perdu de l'argent comme ça. Quelqu'un qui vient, non, mettez de l'argent, vous aurez, et après vous pleurez. Ça se passe à l'internet, l'histoire bloque, vous avez investi votre argent, mais ça bloque, on vous a volé de l'argent. Investir, c'est investir pour gagner. Investir, c'est mettre ses moyens pour gagner.
Vous ne pouvez pas gagner si vous ne maîtrisez pas les domaines. Je ne pouvais pas vous dire, il y a beaucoup de domaines où nous pouvons investir. Moi, je suis dans l'habillement, je suis dans la formation, je suis dans les logements, et ainsi de suite. Ça dépendra de comment est-ce que tu maîtrises le domaine. Investissez où vous voulez, mettez de l'argent dans tout ce que vous voulez. Mais il faut quand même maîtriser les domaines et aussi, oui. Bon, maîtriser les domaines, ça ne demande pas qu'on fasse une formation. On peut peut-être avoir fait des études en hôtellerie et on se dit alors prochainement qu'on... C'est ce que je dis. L'école ne nous donne pas tout. La recherche complète, vous voyez. Si vous avez fait votre formation en hôtellerie et ainsi de suite, il y a d'autres défis, des terrains que vous ne connaissez pas. Parce que c'est votre première fois. Où mettre votre entreprise? Qui est votre client potentiel? L'école ne vous dira pas ça. Nous vous aidons, nous pouvons même vous trouver un lieu. Nous pouvons même trouver un lieu où implanter votre société, où implanter votre entreprise. Donc, quant à nous, c'est une charité. Bien qu'il y a une caution, mais c'est une charité. Nous vous accompagnons parce que nous voulons accompagner l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le milieu du secteur privé, dans la réalisation de ces projets. Alors, quels sont les impératifs d'un entrepreneur formateur? Premièrement, je parle en tant que formateur, je prendrai la part d'entrepreneur après. Vous êtes obligé, je parle des impératifs, vous êtes obligé de veiller sur votre investissement. Les autres pensent qu'investir, c'est pour se reposer. On ne se repose pas. Veillez sur ce que vous avez planté, comme le fait les agriculteurs. Ils se lèvent chaque matin pour arroser, pour sarcler, pour voir si ça pousse, pour mettre des engrais, ainsi de suite. Deuxièmement, soyez disciplinés. La discipline vous permettra de budgétiser vos dépenses. Vous savez qu'en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, je ne peux pas aller au-delà de 1 000 $ par semaine. Ça, j'entre encore dans la vie sociale. Si vous êtes débutant, égarez-vous des choses qui vous coûtent cher. Ah, c'est horrible. Nous voulons tous avoir des belles montres, des beaux téléphones, des belles voitures. Ça nous consomme. Dans la phase débutante, dans la phase de commencement, épargnez-vous de tout ça. Ça pourra venir quand votre entreprise aura déjà réalisé beaucoup de bénéfices. Se discipliner, ça entre aussi dans le sens de discipliner ceux qui travaillent pour vous. Un chef doit montrer la ligne de conduite. En cas de vol, en cas de tricherie, soyez la personne la plus rigoureuse qui existe, de peur que votre entreprise ne meure pas. J'ai parlé de se discipliner, j'ai parlé de veiller sur son investissement. Alors, quelles sont les opportunités que vous voyez dans le domaine de l'investissement et aussi de la sous-traitance? Vraiment, la sous-traitance, je vous assure que notre pays, depuis 2018, est déjà en train de donner des marchés, des grands marchés, je vous assure. Moi, je n'ai pas des marchés, je parle des autres, je vois, j'ai des amis, ainsi de suite, qui sont déjà dans de grandes entreprises que nous connaissons. Et ils sont sous-traités là-bas. La sous-traitance va prendre l'ampleur. Nous sommes nationaux, nous sommes des nationaux, nous sommes congolais. Nous devons bénéficier de notre pays. Permettez que je dise ça. Nous devons bénéficier, nous devons mettre notre compétence au profit de notre pays. Il n'y a que des internationaux, des blancs qui viennent ici, des Chinois qui viennent ici. Mais nous, les Congolais, nous étions au lit dormant. Mais aujourd'hui, on nous a donné la chance. Même vous, même moi, nous pouvons sous-traiter de toutes les entreprises que nous connaissons. Vous pouvez proposer votre produit. Au lieu que tout vienne de l'extérieur, au lieu que les étrangers viennent encore nous proposer leurs produits, nous-mêmes, nous nous prenons en charge. Nous allons assurer la sous-traitance dans des grandes entreprises. Ça va déjà, bien que ça boite un peu, ça va déjà. Les Congolais sont dans des grandes entreprises avec leurs entreprises de sous-traitance et ils sont sous-traités. Alors, Monsieur Vital, nous chutons déjà. Quel conseil donneriez-vous à tous ces jeunes formateurs qui nous suivent en ces nets moments et qui désirent aussi plus s'élargir dans la formation et
aider les entrepreneurs débutants à maintenir leur cap? D'abord, mettre la théorie qui dit le diplôme ne fait pas un diplômé. Il ne suffit pas de livrer des brevets aux gens, mais la formation n'est pas efficace. Mettez-vous au travail, chers formateurs, informez-vous. Le monde évolue tout le jour. Donnez des nouveautés à des personnes qui viennent vers vous. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir 100 apprenants qui viennent chercher des bulletins, qui viennent chercher comment on appelle, des certificats. Ce n'est pas ça notre vision. La vision, c'est de transmettre ce que nous pensons dans notre cerveau, transmettre l'idéal pour que nous ayons un Congo réussi, un Congo développé. Merci beaucoup, Monsieur Vital, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie encore une fois, Madame Bright. Madame, Messieurs, j'étais très émue et très contente de vous avoir sur ces plateaux Univers Business. Merci de l'avoir suivi et au revoir.